J'ai tellement d'amour. J'ai tellement d'amour pour cette Raphaël de 2016. Là. Vous savez pas où elle en était, là. Elle savait pas, elle savait plus quoi faire. Qui était perdue et qui, quand même, de même, elle, elle se lançait, elle faisait tout comme il faut. Avec son cœur plein d'amour, là. Ah, j'ai tellement, tellement d'amour. Et c'est nouveau pour moi, ça. Parce que souvent, enfin souvent, toute ma vie, ma façon de me voir était très haineuse. Et je suis très contente de ressentir de l'amour pour la version de moi des temps passés, quel qu'il soit. J'ai posté hier, enfin au moment où où je filme cette vidéo, j'ai posté hier un récap 2016. Quand je suis partie à Séoul pour Mozart, l'opéra rock. Et puis ensuite, j'ai des images de plein d'autres pièces ou événements que j'ai faits. Et c'était une année en fait très difficile, même si j'ai l'air de sourire sur toutes les photos et je suis bien entourée. C'était beau de retrouver ces photos d'ailleurs. Et c'était vraiment magique par énormément de façons. Mais intérieurement, c'était totalement en déconstruction et comme je l'ai exprimé, j'ai ressenti des choses très très profondément douloureuses. Donc ça m'a catapultée dans, je dirais, ma première vraie nuit noire. J'en ai eu plusieurs après. Mais ouais, c'était fort. C'était bien fort. C'était vraiment le choix de mon âme, mais sauf que je me suis traînée ce boulet du regret, enfin du doute d'avoir fait un mauvais choix, ce qui n'existe pas, hein, juste scoop, ça n'existe pas de faire de mauvais choix. Mais même si je le savais, j'arrivais pas, mon corps était encore plein de peur d'avoir fait un mauvais choix. C'est une chose de savoir les choses, de les comprendre intellectuellement. Et c'en est une autre de vraiment l'incarner, de vraiment le croire profondément. Et oui, cette habitude du doute et du jugement de moi que j'avais avant, quand je me regardais dans des images passées, c'est quelque chose qui me fait penser à la France en général et à la façon dont les Français se regardent. Les mots qui se disent d'eux-mêmes et à eux-mêmes, qui sont en fait des mots transmis. On se dit à soi ce qu'on nous a dit en grandissant. Ils sont transmis par les professeurs qu'on a eus, les parents qu'on a eus. Et moi, je suis arrivée à Paris, en réalité, à 10 ans, 9 ans et demi. Donc, je suis née à Paris. À 6 mois, on est parti au Cameroun. Ensuite, de 2 ans et demi à 3 ans et demi, j'ai passé une année en banlieue à Antony. Mais ma vraie arrivée à Paris, parce qu'à 3 ans et demi, ensuite, on est allé à Londres. Et à 9 ans et demi, je suis arrivée à Londres, à Paris. Et alors, c'était vraiment le clash total. Mais impressionnant pour moi de découvrir à quel point, en contraste avec les professeurs anglais, les professeurs français étaient humiliants, jugeants, jugeurs, méprisants. Ils considéraient les enfants comme des inférieurs, des êtres littéralement inférieurs. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu, mais c'était très fort, c'était comme le nez au milieu de la figure pour moi. Mais je sais très bien qu'il y a énormément de Français qui ne s'en rendent pas du tout compte. Après, il y a évidemment plein de professeurs différents et je suis sûre qu'il y en a
des traits respectueux, mais en général, chaque rencontre avec une autorité adulte, quand j'avais cet âge-là, était une rencontre de rapport de force, de mépris, un certain mépris sous-entendu. Et une considération du fait qu'on est inférieur à l'adulte et qu'on est vraiment ridicule ou sans valeur, sauf si vraiment on dit quelque chose de très intelligent, de très perspicace. Mais sinon, il y a une sorte de non-respect fondamental. Et j'ai tout de suite vu le schéma fractal qui se répète de génération en génération, où les professeurs étaient en fait simplement en train de reproduire ce qu'on leur avait fait, et que c'était comme une sorte de vengeance. Je sentais ça en fait chez les professeurs. Et c'était une vengeance inconsciente, mais c'était comme ouais, une façon de reporter ce pouvoir que enfin ils ont, alors que quand eux ils étaient enfants, ils avaient justement, ils étaient démunis de pouvoir à cause de ce rapport de force, et ils avaient envie de le reproduire sur les enfants à leur charge. Et ça, j'aimerais tellement que les Français en prennent conscience pour se dépêtrer de ce cycle infernal qui n'aide absolument personne. En Angleterre, il y a vraiment, juste pour les curieux, si ça vous intéresse, il y a vraiment une forme de respect et de ouverture à ce que l'enfant a à apporter. Une forme de « ah, montre-moi ta créativité, quelle est ton unique façon de t'exprimer ?» Et on donne même l'espace aux enfants de faire ça. Et en France, c'est si tu ne sais pas la chose que tout le monde doit savoir, cette sorte d'autorité extérieure fixe que tout le monde doit atteindre, si tu n'as pas ça, tu es une merde. Voilà, donc tout le monde doit anéantir son unicité pour devenir cette chose que tout le monde attend qu'on soit. Enfin, que l'autorité extérieure attend qu'on soit. C'est très grossier, évidemment, il y a des cas inverses dans les deux sens, on est d'accord. Mais d'une façon générale, la culture anglaise invite à l'expression de l'enfant et la culture française, pas du tout. Et oui, il y a quand même un rapport, évidemment, d'autorité en Angleterre où l'enfant doit faire ce qu'on lui dit. Et il y a une forme assez rigide d'obéissance aux règles en Angleterre, spécifiquement. Mais ça n'empêche que c'est toujours fait avec politesse, évidemment. Ça reste l'Angleterre. Et c'est respectueux. Enfin, en tout cas, c'était mon expérience. Mais c'était tellement flagrant que j'avais envie d'en parler. Parce que, pourquoi c'est important? Parce que la façon dont on se parle, c'est une imitation inconsciente de la façon dont on nous a parlé. Et la façon dont on se parle dans notre tête. Et donc la façon dont on vit, le bonheur qu'on vit, la paix intérieure qu'on a, l'amour intérieur qu'on vit, dépend presque entièrement de comment on se parle. Donc quand on nous a parlé d'une façon jugeante, d'une façon qui était complètement basée sur le mental et non sur le cœur, le mental qui juge, qui définit, voilà, ce cerveau gauche qui sépare, qui définit, c'est tout ou rien. On ne peut pas être rempli d'amour et de paix parce que le monde mental, c'est un monde de peur. Et c'est pas une mauvaise chose. On a besoin de peur pour exister. On a besoin de définir les choses, de vouloir protéger, de vouloir cadrer, comprendre, discerner, comparer pour pouvoir comprendre les choses. C'est complètement normal et essentiel. Mais de ne vivre que là-dessus, c'est la recette pour l'enfer. Et c'est le monde dans lequel on a vécu pendant des millénaires. Le monde est en train de descendre de la tête au cœur. Youp. Et donc,
l'idée que j'aimerais apporter ici, c'est comment on peut descendre de la tête au cœur. Surtout pour les Français qui ont grandi dans des univers où tout était vraiment basé sur la tête, sur le mental, sur cette mentalité de tout ou rien, de jugement, d'infériorité, supériorité. Et cette façon de descendre du mental au cœur, c'est littéralement ce que j'ai développé pendant les 12 dernières années. J'ai commencé ce chemin de guérison et d'incarnation et pour me sentir bien dans mon corps parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire d'aimer, d'être aimé. J'étais tellement dans le mental que je ne savais même pas reconnaître ce que c'est que cet amour dont tout le monde parlait. Et c'est très lié au fait que moi, l'imprégnation de ce jugement français a été très intense sur moi, sur ma personne. Et donc, cette descente du mental au cœur, elle se fait par le corps, elle se fait par le somatique, le ressenti, le système nerveux. Elle se fait par l'émotionnel. Elle se fait par les vibrations, ce qui fait vibrer nos cellules, le chant, la danse, le mouvement, tout ce qui est non linéaire, tout ce qui est différent à chaque instant et qui impose le fait de devenir un témoin qui observe quelle émotion, quelle sensation, d'être un observateur. C'est ça qui permet de descendre dans le corps et dans le cœur. Ça demande aussi de l'extrême compassion. Extrême compassion, qui est exactement l'inverse du jugement rigide du monde du mental. Et cette transition, elle se fait avec tellement de douceur, tellement de lenteur. Il y a un art subtil de le faire dans le bon rythme, dans le bon tempo. Et ça, c'est quelque chose que j'apporte dans mes séances. Et je pense que cette façon d'avoir été complètement comme prise dans une tornade à mon arrivée à Paris, de cette façon de juger, m'a vraiment enseigné comment trouver l'antidote au fil des années de mon chemin de guérison. Je souhaite à tous les Français de se sortir doucement de ce cycle infernal en rentrant dans leur corps, en descendant dans leur corps, dans leurs émotions et en apprenant l'extrême compassion envers soi. Voilà, c'était mon message. Demandez-vous comment vous vous regardez quand vous voyez les images du passé. Ou même une image de maintenant. Est-ce que vous êtes aimant envers vous-même? Je vous le souhaite en tout cas et je vous embrasse fort.